Bonjour à tous et bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et aujourd'hui j'ai un grand plaisir à vous proposer une série de 2 ou 3 capsules, probablement 3 mais peut-être 2, je ne sais pas, qui vont faire une synthèse, de ce que c'est que les flammes jumelles, de mon point de vue, après avoir baigné plus de 3 ans dans cet univers. J'ai une idée en fait, j'ai une idée d'une synthèse, et c'est ce que je souhaite vous proposer dans ces 2 ou 3 capsules. Cette première capsule, elle va parler du phénomène flamme jumelle, ou peut-être même du pourquoi du phénomène flamme jumelle. Elle va parler des flammes jumelles au niveau transpersonnel. Et puis il y aura une deuxième capsule qui sera peut-être fondue avec une troisième, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est un plan à 3 points. Le transpersonnel, l'interpersonnel dans une deuxième partie et l'intrapersonnel dans une troisième partie. Voilà. Et donc là, je vais vous parler du transpersonnel, les flammes jumelles au niveau transpersonnel. Alors, pour commencer, il va falloir que je vous donne une petite base d'astrologie. Je vais parler d'astrologie. Je vais parler de quelque chose astrologique. Voilà. Je ne vais pas parler d'astrologie en règle générale, mais je vais parler d'un phénomène astrologique. Et pour ça, je vais devoir vous donner des petites bases. Alors, cette capsule, c'est la 6e ou 7e version maintenant que je fais. Et j'ai toujours autant de mal à la débuter et à proposer un plan. Donc je vais la commencer cette fois-ci par encore d'une autre manière. En fait, je vais vous parler de Neptune. Pour moi, l'univers flamme jumelle est directement lié à Neptune, et plus particulièrement à Neptune en Poisson. Alors, dans cette première capsule, je vais surtout parler de Neptune. Dans la seconde, je vais vous parler plutôt des Poissons. Et la troisième capsule, elle sera finalement, si je reste dans un univers astrologique, elle sera en lien avec ce qu'on appelle la maison 12. Mais je vous en dirai plus au fur et à mesure. Alors, Neptune. Neptune et les archétypes. Les planètes, les astres. Alors bon, voilà, c'est quoi un astre? Un astre, ça peut être une planète, un astéroïde, un soleil, une étoile. Voilà. Mais je vais... Enfin bon, bref. Les astres, en fait, sont ce qu'on appelle des forces signifiantes. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs, ils sont émetteurs d'une force qui agit partout dans l'univers et que nous ressentons, nous, sur Terre. Alors la Terre aussi est émettrice d'une force signifiante. L'astrologie, en fait, c'est la constatation, c'est l'interprétation, c'est l'observation de ces forces signifiantes sur notre expérience terrestre. Neptune est une planète qui émet une force qu'on appelle amour universel. On peut l'appeler amour inconditionnel aussi. Mais ici, je vais l'appeler... je vais l'appeler amour universel parce que je trouve que le terme me va bien. Amour inconditionnel aussi, si on estime que l'amour inconditionnel... Ce que je veux expliquer par là, avec ce terme universel, c'est pour sortir de l'histoire d'amour. Voilà, c'est pour
parler de cet amour qui n'est pas un amour, l'amour d'une personne, d'un chat ou d'une robe, mais ce qui est au-delà de ces amours égotiques, c'est l'amour universel, c'est l'amour du bébé à la naissance. C'est-à-dire cette pleine existence non conditionnée. Le bébé n'a pas de conditionnement quand il naît. Il est dans la pure existence. Alors il n'est pas encore... Je crois pas, je ne sais pas d'ailleurs, j'allais dire il n'est pas encore dans la conscience, mais en tout cas il n'est pas conditionné. Il n'a pas de jugement sur ce qui se passe autour de lui et sur ce qu'il vit. Et c'est ça l'amour universel, c'est cette force-là. Je crois que on peut le voir dans les animaux, on peut le voir certainement dans les plantes, probablement dans les minéraux. C'est cette force d'existence juste pour l'existence. Et en astrologie, c'est Neptune qui porte, qui symbolise. Alors je dis symbolise, mais je vais vous expliquer un truc. Qui symbolise en fait cette force-là, cette force signifiante. En gros, sur Terre, on est guidé, traversé, influencé par plusieurs forces signifiantes, constamment. C'est pas un coup oui, un coup non, c'est constamment, chaque dixième de millier de millisecondes, on est traversé par tout un tas de forces signifiantes. Voilà. Et l'astrologie nous modélise en fait ces forces en nous disant, bah voilà, actuellement, par exemple pour Neptune, la force d'amour universelle, elle s'exprime en ce moment de telle manière, c'est-à-dire à la manière du signe astrologique. Mais je vais rentrer dans le détail pour vous expliquer. Alors le design humain nous donne une explication qui est très intéressante, puisque le design humain nous parle d'un phénomène, c'est pas un phénomène, nous parle d'une particule qui s'appelle le neutrino. Et le neutrino, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 30, je crois, le neutrino. Le neutrino, c'est un champ informationnel. C'est ce qui constituerait, a priori, si j'ai bien compris, le vide, en fait, ce qui n'est donc pas du vide. C'est-à-dire qu'il y a la matière, et entre les particules de matière, ce vide, en fait, c'est les neutrinos. Je crois que c'est quelque chose comme ça, en fait. Toujours est-il que ces neutrinos sont émis, a priori, par les étoiles, donc dans notre système solaire, par notre Soleil, et ils traversent toute matière. Et en traversant la matière, ils se chargent d'informations. C'est très schématique ce que je dis, mais c'est pour vous faire une représentation. Et sur Terre, en fait, on va être traversé par ces neutrinos. Donc, par exemple, en ce moment, on est traversé par tout un tas de neutrinos qui viennent de tout un tas d'endroits de l'univers. Mais les neutrinos qui ont traversé Neptune nous traversent en ce moment. Voilà. Et ceux qui traversent Pluton, etc. Voilà. Il faut regarder, il faut voir les choses comme ça, en fait. C'est ce qu'on nous propose comme interprétation. Alors, que j'aime bien, parce que c'est une bonne façon de se représenter les choses. On peut aussi imaginer que la planète a une force directement sur nous. Mais bon, le neutrino serait en fait le médium, le médium qui permet à cette force d'agir sur nous. Alors ça, c'est une première chose. Donc chaque planète et des astéroïdes aussi. Maintenant, on commence à intégrer de plus en plus d'astéroïdes dans l'astrologie, représente une force signifiante qui s'exerce sur nous continuellement. Et en fonction de l'endroit où se trouve cette planète, ou cet astéroïde, bref, cet astre dans l'univers, et donc du coup, en fonction de là où se trouve la Terre, en fait, dans l'univers, dans le système solaire, la Terre va recevoir ces forces d'une manière filtrée, en fait. Et ces filtres, ce sont
explicité par les signes du zodiaque. Donc en ce moment, Neptune envoie des informations, exerce plutôt une pression sur nous. Et cette pression, cette force signifiante, elle est filtrée par l'énergie du signe des poissons. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit cette force signifiante d'une manière colorée. En ce moment, le soleil est en bélier, ça veut dire qu'on reçoit l'énergie, la force du soleil, la force signifiante du soleil, on la reçoit colorée par l'énergie du bélier. Les planètes sont des forces, les signes sont des énergies. En fait, les signes, ils agissent comme une couleur, un filtre. C'est-à-dire que finalement, on n'est jamais soumis à une force signifiante directement. Elle est forcément teintée par un type d'énergie, et le fait que ce soit teinté par ce type d'énergie permet plusieurs choses, notamment de pouvoir être matérialisé, et ça permet aussi l'évolution, puisque les signes du zodiaque représentent en fait un chemin d'évolution. Le taureau est la suite du bélier. Voilà. En termes de conscience, le taureau est la suite du bélier et le gémeau est la suite du taureau. Et ainsi de suite. Et tout le zodiaque est un cycle, en fait. Un cycle évolutif dans lequel par lequel nous recevons des forces signifiantes. Et à chaque fois que ces forces, en fait, à chaque fois que la Terre, donc tout le temps, que la Terre, elle se balade autour du Soleil, elle reçoit l'ensemble de ces forces et au fur et à mesure, ces forces sont évolutives. La force, en fait, signifiante, c'est toujours la même. C'est la manière dont on la reçoit qui est évolutive. Et en ce moment, on reçoit l'énergie de Neptune à la manière des poissons. Ce qui est très intéressant, c'est que l'énergie des poissons est une énergie qui est très similaire à la force signifiante neptunienne. Moi, j'aime bien cette image, c'est la mienne, de dire que Neptune est sur une autoroute sans péage. Elle est libre, en fait. L'énergie des poissons nous permet d'être au plus proche de ce que c'est que la force neptunienne. Bientôt, elle va passer, cette énergie, cette force, on va la recevoir teintée par l'énergie du bélier, ce sera vraiment différent. Ce sera différent pour une raison simple, c'est que le poisson est une fin de cycle. Et le bélier est un nouveau cycle. Initie un nouveau cycle. Alors bien sûr que le bélier est la suite du poisson. Mais dans le sens où le poisson clôt le cycle et le bélier ouvre le cycle. Alors, c'est quoi ce cycle en fait? C'est un cycle de conscience et c'est un cycle qui parle d'ego. C'est-à-dire qu'avec le bélier, on ouvre le cycle qui va créer l'ego. Et avec le poisson, on ferme le cycle qui a créé l'ego. C'est-à-dire que le bélier, c'est l'instinct. Pour schématiser, le bélier, c'est l'instinct et l'ego va se construire en cancer. Et en poisson, l'ego se dissout. Et il retourne, en fait, disons qu'on est au top de la conscience, on va dire des choses comme ça. L'ego est devenu... ne peut plus exister en tant qu'ego parce que la conscience est éclairée, ou la conscience est présente. Donc du coup, l'ego ne peut plus être ego, en fait, et donc il y a une dissolution de l'ego. Et puis ensuite, en bélier, on recommence un nouveau cycle. C'est le zodiaque, voilà, c'est ce que nous propose... les énergies du zodiaque, c'est ce qu'elles nous servent à ça, en termes d'évolution. Donc en fait, au fur et à mesure, si on prend le soleil, le soleil tous les mois change de signe, ça veut dire que tous les mois, l'énergie solaire, en fait, elle est la force du soleil est teintée d'énergie, et ces énergies, quand elle passe, là on est en bélier, et puis ensuite en taureau, en gémeaux, et on voit bien que les énergies, cette énergie-là, elle change, elle nous change. On n'est pas les mêmes au printemps qu'à l'été, qu'à l'automne et qu'à l'hiver.
Et on fait bien des cycles. Et on évolue avec ces cycles-là. Donc, il faut regarder qu'on est traversé par des tas de forces qui sont à des endroits particuliers du cycle évolutif de l'ego. Alors, excusez-moi, je fais une pause, j'éteins tous mes bidules. Alors, ces forces signifiantes, elles sont, comment dire, elles sont, on peut se les représenter, ouais, je crois que je vais dire ça, ce sont des archétypes. Voilà, si on prend le langage jungien, ces forces signifiantes sont des archétypes. Alors, c'est quoi un archétype? Alors, je ne vais pas partir sur une définition, en fait, finalement, d'un archétype, mais c'est une force signifiante. Un archétype, bon, voilà, donc je tourne en rond. C'est une force signifiante pure. D'accord? C'est-à-dire que, on va dire que le neutrino, quand il traverse Neptune, il ressort de Neptune chargé d'une force signifiante pure. Au fur et à mesure que cette force va venir se matérialiser sur la Terre, donc elle va traverser le signe qui va la colorer. Alors l'avantage du signe du poisson, c'est que la coloration va être finalement quelque part très similaire à ce type de force qui est la force neptunienne. Et ensuite, elle va venir nous toucher. Et nous, on va l'exprimer, cette force. En nous touchant, on va appeler ça la descente de l'archétype. D'accord? L'archétype part d'un endroit et il vient, il descend, il s'incarne. Voilà, on va appeler ça la descente de l'archétype. Et en descendant, cet archétype va se détériorer. C'est-à-dire que d'une puissance pure, elle va petit à petit, au fur et à mesure de son incarnation donc dans les êtres humains et de la manière dont les êtres humains vont l'interpréter, la recevoir et la matérialiser, va y avoir une dégradation. Cette dégradation, eh ben, elle va être, on va dire, à la hauteur de la conscience de la personne qui est traversée par cette force. Dans le cadre de l'amour universel, matérialisé par l'univers des flammes jumelles, vous avez la dégradation de l'archétype qui fait qu'il y a un moment donné, vous avez des gens comme Adeline Gardinier, ou des chaînes comme Aurore Griffon, comment c'était déjà, Retour de Flamme, qui travaillent sur le sujet, qui mettent en lien des choses à un niveau très symbolique. Voilà, Adeline Gardinier nous a transmis, nous a expliqué comment par la science des systèmes on pouvait expliquer ce phénomène des flammes jumelles. Aurore Griffon, elle, a écrit sur comment les analogies avec l'Apocalypse. Voilà, là on est à un certain niveau en fait de la dégradation de l'archétype. Et puis vous avez un niveau qui est celui auquel on est à peu près aujourd'hui, beaucoup. C'est-à-dire que on va voir que plus l'archétype va descendre, plus il va toucher de monde, et plus il va toucher de monde, plus il va être dégradé en fait, jusqu'à avoir une qualité entre guillemets bas du trottoir, puisque aujourd'hui on est sur des choses de masse dans le phénomène flamme jumelle qui est j'ai bloqué Kevin parce que Théo m'a débloqué sur Insta. Voilà. Et les gens vivent le phénomène de flamme jumelle de cette manière-là. C'est la dégradation de l'archétype. Mais c'est toujours le même archétype, c'est toujours la même force signifiante qui s'exprime. D'accord? Mais plus elle descend en fait, et plus elle vient, elle se matérialise et plus elle se dégrade. Voilà.
Alors ça c'est une voilà, je pense avoir posé, on va dire, le principal en fait du mécanisme en fait. Voilà, bref, d'un mécanisme. Alors en astrologie, on a des planètes dites intimes, des planètes dites sociales et des planètes dites transpersonnelles. Et là, cette capsule, en parlant de Neptune, elle va parler je vais vous parler de l'aspect transpersonnel des flammes jumelles. Alors, vite fait, Mercure est une planète dite intime. D'ailleurs, elle est intime parce qu'elle est très très proche du Soleil. Le soi étant représenté par le Soleil, Mercure étant la première planète qui en même temps qui frôle le Soleil, elle est très proche du soi. Quand Mercure, les neutrinos qui traversent Mercure et puis qui viennent ensuite s'intégrer, en fait, s'incorporer, s'incarner, c'est une planète intime parce que l'impact, c'est un impact qui est très personnel. L'impact de Mercure, déjà c'est un impact qui est très rapide, puisque Mercure met un peu moins d'un an pour faire le tour du zodiaque. Donc ça veut dire que la révolution de Mercure, elle passe dans les signes, l'énergie, la force mercurienne passe dans les signes très rapidement, en fait, ça reste pas très longtemps. Ça vient, paf, ça s'exprime, et hop, ça a changé de signe déjà. Et donc comme ça fait moins d'un an, on est constamment soumis, en fait, on va dire, à une énergie mercurienne qui est changeante. Et c'est une planète intime dans le sens où son impact, l'impact de cette force signifiante, c'est quelque chose qui a un impact très particulier sur chacun d'entre nous, mais qui ne guide pas le monde. Vous avez peut-être déjà entendu Mercure rétrograde, attention, les courriers vont être en retard, vous risquez d'être en retard, attention aux problèmes de déplacement, aux embouteillages, le courrier qui n'arrive pas, etc. Et effectivement, Mercure rétrograde, il y a des gens qui vont être touchés, et la plupart des autres, non. D'accord ? Le monde n'est pas en retard quand Mercure est rétrograde. Par contre, il y a des gens, oui, il y a des gens qui vont être touchés. Cette fois-ci, la prochaine fois où Mercure sera rétrograde, ils ne seront pas touchés. Mais ce sera peut-être d'autres gens. Enfin, ce sera sûrement d'autres gens d'ailleurs. D'accord ? Mais ce n'est pas le monde, en fait, qui va se mettre à être en retard. C'est pas le monde. Vous voyez, voilà, c'est pas le monde qui est touché, c'est intime. Et puis à l'autre bout, en fait, des planètes, donc ça va faire un dégradé en fait. Au fur et à mesure que les planètes s'éloignent du Soleil, elles ont un impact de moins en moins intime et de plus en plus vers le transpersonnel, en passant par donc, un impact social, mais ça n'a aucun intérêt que je passe du temps là-dessus. Pour arriver à un impact transpersonnel. Un impact transpersonnel, c'est quoi? C'est un impact qui ne gère pas votre vie à vous directement, mais ça gère l'humanité. L'évolution de l'humanité. Et il y a 3 planètes en fait qui sont dites transpersonnelles, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Alors cette capsule là que je fais, elle ouvre certainement une fois que j'aurai fini ces 3 capsules là, sur la playlist qui arrive et dans laquelle je vous parlerai de tas de choses, enfin de tas. Je vous parlerai beaucoup d'astrologie, de design humain, etc. Uranus, Neptune et Pluton sont des planètes transpersonnelles, c'est-à-dire que quand Neptune étant là, par exemple, Neptune est en Poisson, c'est l'humanité tout entière qui subit l'influence de Neptune et qui se modifie en même temps. C'est pas comme le coup de Mercure, j'espère que je me trompe pas dans mes mots, c'est pas comme l'histoire de Mercure, comme je vous ai dit, où il y en a un qui sera en retard et pas l'autre. Neptune, c'est tout le monde, en même temps, qui se modifie, qui est impacté. Voilà, et c'est pour ça que ces 3 planètes sont transpersonnelles. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. En fait, l'humain a fait de l'astrologie depuis très longtemps, je ne sais pas, 3500 ans, moins 3500, un truc comme ça. Et il se servait de ce qu'il voyait à l'œil nu. Et donc, c'est-à-dire des planètes, en fait, l'une comprise, donc Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars, Jupiter et Saturne. Et il se servait de ça pour faire de l'astrologie. Et puis, à un moment donné, la conscience humaine, qui a évolué, et la science
qui a évolué, ont permis, à un moment donné, de voir au-delà de l'ego, et au-delà du clan, je dirais. Et c'est là où on a découvert, 1781, on découvre Uranus. Et Uranus qui va devenir le symbole des libertés, de l'individualisme et des idées de génie. D'accord, 1781, juste après on a la Révolution française, on a la Déclaration de l'indépendance, on a la Déclaration des droits de l'homme. C'est l'époque, c'est le moment, la conscience humaine en est à ce point qu'elle peut déjà voir au-delà de Saturne et donc découvrir Uranus et elle-même, cette conscience humaine, vivre ce passage, ce saut quantique qui consiste à dire nous sommes plus que du bétail ou je sais pas quoi et nous avons des valeurs et à commencer, chacun peut commencer à revendiquer son individualisme en fait, à dire oui moi mais d'accord mais pas exactement comme les autres, voilà. Et ce qui va donner ce que je vous ai dit, la Déclaration des droits de l'homme, etc. et de l'indépendance. Un peu moins de 100 ans plus tard, 1842 ou 1846, je me souviens plus, on va découvrir Neptune. Donc une autre planète transpersonnelle, c'est-à-dire une planète qui gère l'humanité. Et l'histoire est aussi fascinante. Hein. C'est un type qui dit, mais c'est bizarre, la manière dont Uranus tourne autour du Soleil, c'est étrange, on dirait qu'elle est perturbée. Et ils vont, grâce aux mathématiques, en déduire qu'il y a un corps cosmique qui perturbe la révolution d'Uranus, et ils vont appeler la planète troublante, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils ne voient pas encore, hein, ils ne peuvent pas la voir, ils ne peuvent pas l'identifier, mais ils savent qu'il y a quelque chose, et ils vont appeler ça la planète troublante. Et puis en 1800, je crois que c'est 42 ou 46, bon, il y a un Français qui dit, après avoir fait des tas de calculs, qui dit à un autre type, regarde donc là avec ta longue vue, enfin ton télescope, je pense que c'était un télescope à l'époque, regarde donc ici à tel endroit, il doit y avoir quelque chose. Et effectivement, il va découvrir la planète Neptune. Et à ce moment-là de l'humanité, mais vraiment à ce moment-là, hein, j'ai les dates, découverte de Neptune en 1846. 1846, c'est le début du communisme. Alors, je reviendrai après sur l'archétype neptunien. Là, je vous parle du transpersonnel. Et puis plus tard, je crois que c'est 1930, on va découvrir Pluton. Et 1930, découverte de Pluton, c'est aussi la découverte de la radioactivité, de la bombe nucléaire et tout ça. Enfin, on est dans ces droits-là. Et du nazisme. L'archétype neptunien, donc je vous ai parlé de l'archétype uranien, de la liberté individuelle, de l'individualisme. L'archétype neptunien, Neptune, le dieu des océans. D'ailleurs, Neptune est représenté par un trident. Neptune, c'est l'ouverture vers l'infini. Neptune, c'est je suis là, je suis pas là. Neptune, c'est je contacte quelque chose de plus grand. Et donc, comme je vous disais, la conscience humaine, à ce moment, en est là, puisque 1848, c'est le manifeste. Donc, c'est le communisme qui naît, en fait, c'est-à-dire le grand rêve de fraternité. On découvre également le chloroforme dans ces années-là. Et le chloroforme, c'est ce qui nous permet d'abolir les frontières. C'est-à-dire qu'avec le chloroforme, on peut partir et puis on peut calmer les douleurs et on est défoncé, quoi. On découvre aussi à peu près en même temps le timbre poste, en fait. C'est-à-dire le fait encore une fois, de pouvoir communiquer avec au-delà de ce qui était avant une frontière. Et c'est ça Neptune.
Neptune, alors c'est un archétype, c'est la force signifiante de Neptune, c'est un archétype qui parle de ça, qui parle d'ouverture vers l'infini, qui parle de grands rêves, qui parle de fraternité, qui parle de communication avec l'au-delà, avec plus grand que nous, qui parle de connexion avec plus grand que nous, avec... qu'est-ce que j'ai encore comme mot? Bon, on va voir ça après, mais... Neptune, c'est cette force-là. C'est la force du rêve. Et qui dit rêve, dit la force de l'illusion. Combien de grands projets ont été réalisés parce que quelqu'un pensait découvrir un truc et en fait il découvrit autre chose à la place. Combien de... vous avez entendu cette expression, je sais pas si c'est une expression, mais on vous dit c'est pas le but qui était intéressant, mais c'est le chemin. On va dans une direction pensant trouver quelque chose et on vit complètement autre chose. On est guidé par l'illusion, par un grand rêve, et en fait c'est tout autre chose que l'on vit, mais qui est aussi souvent très enrichissant. C'est la force signifiante neptunienne. Alors, l'archétype neptunien, comme je vous le disais, c'est transpersonnel, c'est-à-dire que ça dépasse notre petit univers égotique personnel. Et on est sur quelque chose qui guide l'humanité, qui permet à l'humanité d'évoluer dans une conscience toujours plus grande. Non pas en agissant... Alors, il y a une action personnelle, mais c'est plus que ça. Et les flammes jumelles rentrent, selon moi, dans cette évolution de conscience. En plus, on retrouve dans les flammes jumelles, on retrouve toutes les composantes neptuniennes, c'est-à-dire fraternité, lien d'âme, voilà. Les gens, enfin, bon, à tort, mais les gens disent mon jumeau, voilà. Donc on est bien sur un grand rêve de fraternité. Les gens parlent de lien d'âme, de l'univers qui a séparé l'âme en deux. On est là-dedans, on est dans l'univers flamme jumelle, c'est aussi un grand univers d'illusion, où on contacte des médiums, où on parle avec des vies passées, et où au bout du compte, la seule chose qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de réunion. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est la grande désillusion neptunienne, qui permet le chemin, mais qui n'est pas finalement le but qu'on s'était fixé. Alors c'est facile de raconter les choses comme ça. Maintenant, je vais vous aider à mettre de la profondeur dans ce que je suis en train de dire, à mettre de la profondeur en termes de densité, à rendre un peu mon propos dense. Je vous ai dit Neptune en poisson. Et l'énergie du poisson est une énergie qui finalement va très peu colorer la force, l'archétype neptunien, va très peu le colorer puisque Neptune est maître du poisson en astrologie, et parce que l'énergie poissonnienne est une énergie qui ressemble beaucoup à la qualité de force de l'archétype neptunien. L'amour universel. Je vous ai dit, l'amour universel, c'est ce qui nous transcende, c'est ce qui nous dépasse. Il y a un très beau film, enfin vous êtes certainement nombreux à l'avoir vu, qui s'appelle Interstellar. Et d'ailleurs, à la fin, c'est comme ça que la chose se dénoue. C'est grâce à l'amour plus fort que tout. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une fille vis-à-vis de son père et de la confiance qu'elle a dans le fait qu'il va revenir et qu'il ne l'a jamais abandonnée. C'est ça, cet amour universel. Et le fait que ce père parti dans les étoiles va tout faire et par une manière complètement qu'il n'avait pas pu imaginer, réussir à revenir et à transmettre des informations fondamentales.
Voilà. Neptune, comme toutes les planètes, exerce constamment, chaque milliseconde, il exerce constamment sa force. D'accord. Le fait que c'est en Poisson, ça devient beaucoup plus voyant. Disons que c'est un peu plus difficile de ne pas s'en rendre compte. Alors, Neptune est arrivé en Poisson en 2012. Tiens, 2012. Et il va y rester jusqu'en 2026. C'est-à-dire que l'archétype neptunien, on va le vivre coloré par l'énergie du Poisson de 2012 à 2026. Quand on regarde bien, 2012-2026, c'est les grandes années. Tout le monde se parle, tout le monde... Enfin, moi je rigole quand je dis ça, mais ça me fait sourire. Mais les gens ne se disent plus bonjour, ils se disent namasté. Vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était comme très à la mode. C'est la grande époque de Amma, qui embrasse 15 000 personnes par jour. On est dans la grande époque des médiums, dans la grande époque des canalisateurs, on est dans la grande époque aussi de la connaissance de soi, on est dans la grande époque de la méditation, dans la grande époque de tout ce qui est médecine parallèle, médecine douce, dans le grande époque du yoga, etc. Il y a une explosion de tout ça qui est arrivé en 2012. Et on va en profiter encore jusqu'en 2026. Alors avec une dégradation, comme je vous l'ai dit, plus ça va descendre et se matérialiser, et plus la matérialisation de cette force d'amour universel est dégradée en fait. Ça n'empêche pas des gens de faire des super trucs en méditation. Hein, je dis pas que nous dégradons nous, mais l'incarnation qui se généralise de cette force, elle est de plus en plus dégradée en fait. Elle touche tout le monde. Quand elle a touché au tout départ en 2012, quand elle a commencé à toucher 2-3 élus, je vais dire ça comme ça, mais 2-3 personnes qui ont pu la capter, alors ils ont pu transmettre tout de suite quelque chose de très fort. Mais maintenant que ça touche tout le monde, forcément, c'est à la hauteur de chacun. Donc on voit de plus en plus de manière perceptible cette dégradation de l'archétype. Et ce qui nous donne toutes ces chaînes toutes pourries de YouTube où les gens racontent vraiment n'importe quoi. Mais ils sont malgré tout en contact avec cet archétype. Et c'est important, parce que ça veut dire qu'ils sont donc en train de faire le saut quantique. Ça veut dire que tout le monde est bien en train de faire le saut quantique. Bon, alors je reviens au fait de donner de la consistance à mon propos. Neptune en Poisson, c'est quelque chose qui arrive tous les 160 ans. Parce que Neptune a une révolution solaire, donc il tourne autour du Soleil en 160 ans. Donc il est au même endroit que tous les 160 ans. Donc c'est intéressant parce que nous le vivons. Et nous le vivons en conscience. Ce qui n'était pas le cas de nos grands-parents, par exemple. Enfin, sauf ceux qui ont encore leurs grands-parents conscients aujourd'hui, mais sinon, pour la plupart, nos parents le vivent, pas forcément en conscience, mais leurs parents non. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les vies où on peut vivre un Neptune en Poisson. Et pour vous expliquer un petit peu l'impact de ce Neptune en Poisson, et donc pour faire le rapport avec les flammes jumelles, et pour comprendre ce que c'est, de quoi parlent les flammes jumelles. Voilà. Parce que l'archétype, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il est très très dégradé. De quoi parlent les flammes jumelles? Je vais faire une petite remontée dans le temps. Alors, ça y est, je prends mes notes. Je vais mettre pause d'ailleurs. Je vais juste donner une dernière touche sur cet archétype. Sur cet archétype neptunien. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas insisté, mais cette histoire d'océan,
Il y a la goutte d'eau. Alors, sans goutte d'eau, il n'y a pas d'océan. Une goutte d'eau, toutes les gouttes d'eau ensemble forment l'océan. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de se perdre également, avec l'océan. C'est-à-dire que si je vous mets à 200 mètres de profondeur, en plein milieu de l'océan, je sais pas, Atlantique par exemple, en gros, vous êtes nulle part, quoi. Vous ne saurez pas où vous êtes en fait, et vous êtes dans quelque chose qui est infini. C'est vraiment ça l'archétype neptunien, et c'est pour ça que cet archétype parle du fait de se perdre, et parle du fait de ouverture vers l'infini, mais aussi quelque chose, donc dépassement des frontières, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est aussi là où il n'y a plus de limites en fait. Et c'est pour ça que ça parle d'illusion et de désillusion, parce que bon, dans la réalité, en 3D, il y a bien il y a des choses quand même qui sont concrètes, mais avec cet archétype neptunien, on est dans quelque chose qui est complètement insaisissable. J'avais noté paradis cosmique. Il y a quelque chose aussi, vous savez, le cinéma est neptunien. C'est-à-dire que dans le cinéma, tout est faux. D'accord ? Et pourtant, on vit quelque chose de grandiose quand on regarde un film. C'est très neptunien. Alors j'ai noté quelques phrases, mais ouvrir sa conscience, la rendre disponible à la présence de la totalité. Donc ça c'est tout ce qui est médium, voyance, contact avec les mondes subtils, voyez, avec les esprits de la nature, tous ces trucs-là, tout ça c'est neptunien en fait. Ce truc où les anciennes frontières n'existent plus en fait. Et cette capsule, ah oui, c'est la planète de l'utopie aussi, voilà. Et cette capsule, je l'appelle le pouvoir émancipateur du mirage, parce que c'est exactement ça, Neptune. C'est comment un mirage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais comment un mirage va nous permettre de grandir, en fait. Mais le mirage restera un mirage. Alors, pour donner de la consistance à tout ça, il y a une phrase qui est jolie, c'est Neptune, c'est un océan qui dissout la roche de nos limitations. Neptune, c'est la narcose, c'est les drogues, c'est l'état modifié de conscience. Ce que je viens de dire, en fait, je l'ai pris à un monsieur qui s'appelle Luc Biget, c'est important que je le dise. Alors, Neptune en poisson, un truc qui arrive tous les 160 ans. Alors on va remonter. On va remonter à 1520. Enfin, je vous fais remonter à 1520, 1533. Alors il est important que je pose un petit peu de contexte pour que vous compreniez ce Neptune en poisson et aussi et son impact. 1520, en gros, si vous voulez, le christianisme est vraiment à l'œuvre en Europe. Oui, c'est vrai qu'il est important que je dise ça aussi. C'est que ce que je vais vous donner là comme exemple pour appuyer mon propos, ce sont des exemples européens, voire français. Neptune en poisson agit chez tout le monde en même temps. Maintenant, en fonction des cultures, l'impact ne va pas être le même. L'histoire qui se joue ne va pas être la même. La manière de matérialiser l'archétype ne va pas être le même. D'accord ? Donc moi, je vais vous donner ce qui s'est passé, on va dire, plus ou moins dans le monde occidental, européen, français. Mais il est évident que ce qui s'est passé chez les Inuits, les Papous et je ne sais plus quoi prendre encore, les indigènes d'Australie, les aborigènes, pardon, d'Australie, les choses sont certainement différentes. Je ne suis pas sûr qu'actuellement les aborigènes vivent des histoires de flammes jumelles. Je pense qu'ils vivent autre chose, mais ils vivent du Neptune en poisson. Voilà. Donc, 1520, nous, ici, c'est le christianisme, et en gros, ça fait 1000 ans que le christianisme bat son plein. C'est-à-dire que même si Jésus, c'est l'an 0, le christianisme, c'est pas l'an 0. C'est plutôt à partir de plus 500, où là, on organise des croisades, on bute tout le monde pour... apporter la foi, non, pour, comment on appelle ça, convertir, etc. Et ça a bien duré 1000 ans, cette histoire à fond, où les rois sont évidemment des élus de Dieu, et le pape est désigné par Saint-Pierre lui-même. Voilà. La conscience humaine, à l'époque, elle en est là.
entre plus 500 et plus 1500, la conscience humaine c'est ça, et on brûle les gens en disant si on va voir si tu dis la vérité, je te brûle, si tu dis la vérité, normalement Dieu va te protéger, tu ne te brûleras pas. Voilà, donc on fait ça, j'avais lu ça avec les mains, voilà, pour savoir si la personne mentait ou pas, on lui mettait la main dans le feu, et si la main brûlait, c'est qu'elle avait menti, puisque Dieu n'était pas intervenu. Donc la conscience humaine, elle en est là. Et puis 1500, alors je ne sais plus trop, je ne suis pas un très fortiche, mais on doit être dans l'époque de la Renaissance, quelque chose comme ça. Et il y a des choses qui surgissent un petit peu, comme le discours de la raison, je crois que ça s'appelle comme ça, de Descartes, et des gens un peu comme ça qui viennent, et la science qui accompagne la conscience s'élève un peu. Et 1520, c'est le moment où l'Église organise ce qu'on va appeler la réforme. C'est l'époque, en fait, parce que l'Église se dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça, c'est un peu... c'est dépassé, notre façon de faire, et ce en quoi on croit, etc. Et donc, il faut se réformer. Alors, 1520-1533, Neptune en Poisson. Donc, ici, en Europe, on est à fond là-dedans, quoi. L'impact de cette force signifiante, ça va être un type qui s'appelle Martin Luther. Et Martin Luther, en 1522, va écrire en allemand la Bible, le Nouveau Testament. En fait, c'est fondateur. C'est-à-dire que ce type, ce qu'il va faire, c'est qu'en traduisant la Bible en allemand, il va permettre à des dizaines de milliers, des centaines de milliers, je ne sais pas trop, de personnes, d'avoir accès directement et personnellement à la Bible, sans être obligé d'avoir appris le latin. Et ça va modifier la face du monde. Donc, en 22, il fait le Nouveau Testament, et en 34, il traduit l'Ancien Testament. Et donc, de plus en plus de gens deviennent autonomes à ce niveau-là, et peuvent donc eux-mêmes lire. Ils ne sont plus dépendants des prêtres et de la bonne foi de celui qui lit en latin, traduit, et après nous explique ce que ça veut dire. Donc, Neptune en Poisson, 1520-1533, c'est Martin Luther qui est dans son, on va dire, au sommet de son art, puisque, comme je vous ai dit, l'Église est en pleine réforme, et lui, il va proposer 95 thèses pour réformer l'Église. Bon, finalement, n'en seront prises que 48. N'empêche que, pendant cette période-là, l'humanité, ici, en Europe, va faire un bond de cette manière-là. Il va y avoir un saut quantique qui va te faire de cette manière-là, notamment en passant par ce type-là. Pourquoi ça va être fondateur? Parce que ce qu'il a fait va créer, avec bref, ça va créer le protestantisme, et ça va changer la face de l'humanité, en tout cas par chez nous. Et notamment, ce qu'il va commencer à dire, donc on est entre 1520 et 1503, c'est qu'il commence à dire, oui, on n'a peut-être pas besoin de prêtres absolument pour tout et n'importe quoi. Donc déjà, si on traduit la Bible dans les langues des gens, ils sont un peu plus autonomes. Voilà. Et puis, il va mettre fin à ce qu'on appelle les indulgences, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'Église, il n'y a pas de problème pour ça, c'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu payes, tu donnes de l'argent, et on te dit, ah, merci beaucoup, tu iras plus rapidement au paradis. Voilà. Donc, ceux qui ont de l'argent et qui ont des esclaves, etc., eux, donc, quand on a des esclaves, on peut aller plus vite au paradis que quand on est esclave, puisque quand on est esclave, on n'a pas d'argent. Donc, on ne peut pas payer les indulgences. Et l'Église fonctionne comme ça, à ce moment-là. Et ça ne dérange personne. Non, ça c'est moi qui rajoute ça. Oui, ça commence à déranger de plus en plus de monde, en tout cas entre 1520 et 1533. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce passage de Neptune en Poisson, donc il y a ce moment fort. Et puis ensuite, Martin Luther, il va être un peu relégué parce qu'il va faire un peu des trucs... qui vont pas être super, et notamment il va écrire des sales trucs sur les Juifs, et on va lui reprocher pas mal de choses. Mais sa grande époque, celle qui va lui permettre de modifier radicalement, de faire un saut quantique à une partie de l'humanité, ça va être ça. Et ça va être pendant ce Neptune en Poisson. Alors dans d'autres parties du monde, il y a eu d'autres sauts quantiques de fait.
tout cas, j'imagine. Parce que Neptune irradie sur tout le monde et pas uniquement sur les Européens. L'archétype touche tout le monde. Donc, on voit bien que là, en termes d'amour universel, on fait un saut quantique. Il se passe deux choses, c'est que déjà, on se dit qu'on va arrêter de cramer les gens pour un rien, surtout en se disant que Dieu va intervenir, et surtout, c'est qu'on dit, mais peut-être que les gens peuvent commencer à réfléchir eux-mêmes, en fait. Alors, je ne rentre pas dans les détails du protestantisme, parce que ma capsule va durer 15 000 heures, mais voilà, c'est pour vous montrer l'impact d'un Neptune en Poisson en 1520. 160 ans plus tard, on est en 1683, donc de 1683 à 1697, Neptune revient en Poisson. Voilà, entre les deux, entre Martin Luther et cette époque dont je vous parle, il n'est jamais revenu en Poisson. 1683, il revient en Poisson, et là, je vais vous donner l'exemple d'une femme qui s'appelle Jeanne Guyon, qui est une femme très très particulière, et on va dire exceptionnelle dans le sens où elle est un peu unique dans son genre. Alors, au niveau de l'Église catholique, on est dans une période où il y a un courant qui est né, qui s'appelle le quiétisme, et qui ne va pas être très bien apprécié d'ailleurs. Mais cette femme va être une forme de représentante de ce courant, même si elle ne va pas être exactement ça, mais bon. Je vais vous lire quelques phrases. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme a 25 ans, je crois, ou à 22 ans. Voilà. Elle est tellement éprise de Dieu et qu'elle va s'inoculer la petite vérole. Donc la petite vérole, ça doit lui déformer un peu le visage, j'imagine, avec des boutons, des trous, des trucs comme ça dans le visage, parce qu'elle veut absolument se rapprocher le plus de Dieu et donc ne plus être soumise tant à son ego et donc à son image extérieure, donc être moins belle. Bon, elle fait ça, elle est très jeune. Et cette femme, en fait, va avoir pendant ces 13 ans là, c'est 14 ans, 1683 à 1697, elle va faire beaucoup de bruit en France. Il y aura de l'intervention d'ailleurs de Louis XIV pour la défendre à un moment donné. Voilà, bref. Elle va beaucoup agiter les choses parce qu'elle va revendiquer une nouvelle doctrine. Alors là, je vais vous lire parce que c'est pas mon domaine tout ça. Sa doctrine, c'est le pur amour de Dieu. Pur amour de Dieu. Alors, voilà, ça s'exprime comme ça. Lorsque l'âme parvient à s'unir étroitement avec Dieu, elle se trouve dans un état de repos parfait et n'a plus alors ni acte à produire, ni effort à faire, ni même résistance à opposer à la tentation. L'âme ne pêche plus, même si elle semble aller à l'encontre de la loi de Dieu. Alors ça, c'est le truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle dit là, c'est si je suis connecté à Dieu, j'ai pas besoin de prier. J'ai pas besoin de faire des trucs et des bidules et des machins. En fait, si moi je suis connecté à Dieu, ben c'est suffisant. Alors, truc de fou qu'elle dit, c'est l'âme ne pêche plus, même si elle semble aller à l'encontre de la loi de Dieu. Donc ça veut dire que les péchés ne sont peut-être pas ceux... peut-être qu'il n'y a pas de péché, en fait. Pas comme c'est dit, pas comme c'est entendu. Si moi, je mange un peu trop de gâteau, mais qu'à l'intérieur de moi, je suis connecté à Dieu, c'est donc peut-être pas un péché de gourmandise. Je schématise, hein, je ne suis pas religieux, donc je ne connais pas tout ça très bien, mais... Son propre rayonnement spirituel lui permet de transmettre à d'autres quelque chose de son intérieur. Tiens donc. Vécu sous la forme de prières silencieuses, transmises de cœur à cœur, une union spirituelle est possible. Donc là, on s'éloigne encore un peu plus des prêtres, de tous ces gens qui sont censés faire l'interface entre nous et le divin, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de nous, ce qui est plus grand que nous et ce qui nous gouverne, qui a des lois que nous ne connaissons même pas et dont nous ne pouvons pas auxquelles nous ne pouvons pas accéder. Et donc elle dit ça en fait. Son propre rayonnement spirituel lui permet de transmettre à d'autres quelque chose de son intérieur. Qu'est-ce que j'ai encore ?
Oui, parce que vous savez, à l'époque, en fait, on est pêcheur, hein, on est N-E, non, pardon, on est N-A-I-T, on est pêcheur hein, dans la religion, c'est-à-dire que vous êtes un bébé, vous sortez et hop, c'est déjà trop tard, faut payer. Pour trouver le salut, il n'y a qu'à se jeter dans les bras de Dieu, dans un acte de soumission, en toute confiance, soumission, excusez-moi, de confiance totale, à en perdre jusqu'à la conscience de soi. Rien ne sert de désirer, pas même son propre salut. Les œuvres sont sans importance, car seule la grâce de l'amour est la voie d'accès à Dieu. Les efforts sont inutiles, car c'est Dieu qui agit en chacun. Ouh. Le savoir et la raison n'ont aucune valeur, car Dieu seul enseigne directement les cœurs. Voilà, donc ça c'est la grosse révolution. Donc pendant 14 ans, elle va diffuser cette doctrine dans des couvents, monastères, je ne sais pas trop quoi, dans des... Bon bref, je ne connais pas les mots, mais... et elle va être attaquée forcément, elle va être défendue par un monsieur qui s'appelle Fénelon, pour ceux qui ont été dans un collège ou un lycée Fénelon, qui va vraiment prendre parti pour cette femme et la défendre jusqu'au roi. Et puis bon, une fois que Neptune va sortir du poisson, elle va perdre elle va gagner la disgrâce, je sais pas comment on dit, mais elle va perdre la grâce du roi, et on va un peu la mettre de côté, on va lui demander de se taire. En attendant, le bien est fait, c'est-à-dire que ça va faire des émules, et l'humanité, à un endroit précis, donc là je vous parle de Jeanne Guyon, à l'endroit de Jeanne Guyon, il y a un saut quantique qui est fait. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais c'est un exemple qui m'a bien parlé, parce que ça parle d'ego, ça parle et de quelque chose qui dit, mais en fait, c'est à l'intérieur de moi, et si moi je suis dans moi, si moi je suis connecté, alors c'est suffisant, j'ai pas besoin de faire carême, de faire je sais pas quoi, pour obtenir la grâce du divin. 160 ans plus tard, on arrive en 1848. Donc 1848-1861. Alors là, bon, bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire le christianisme, hein, je vous ai dit 500 plus 1500, voilà. Donc, bon, ça, on s'éloigne à chaque fois, mais on va vers une autre idée du divin. 1848, alors on vient de découvrir Neptune. 1848, c'est un monsieur qui s'appelle Allan Kardec, et qui pendant ce Neptune en poisson, va éditer, alors en 57 déjà, un livre qui s'appelle le Livre des Esprits, et puis en 61, le Livre des Médiums. Alors ça c'est intéressant parce que là, on s'éloigne encore de la religion, mais on reste connecté au divin, et c'est-à-dire à ce qui est plus grand que nous, et qui, encore une fois, avec des lois qui nous dépassent, dont on ne peut même pas les entendre, les comprendre. Et lui, il dit, on peut parler avec les fantômes. Et c'est la grande époque, pendant ce 1848-1861, c'est la grande époque de faire tourner des tables. Alors, autre chose qui est très intéressante pour appuyer mon histoire de Neptune, c'est-à-dire que là, vous avez vu Neptune, cet amour universel, qui, selon l'époque, s'adresse à un Dieu précis, même si après on commence à le remettre en question. Ensuite, ce sont les esprits. 1848, c'est aussi la grande époque d'un type qui s'appelle Houdini, et qui est un grand magicien, un grand prestidigitateur, c'est-à-dire le roi de l'illusion. On est en plein, vous voyez, dans cette énergie neptunienne, dans cet archétype neptunien. Pourquoi je dis ça? Parce que, pareil, après 1861, si vous regardez bien, le monde n'est pas resté focus sur les esprits. Les gens ne se sont pas majoritairement tous mis à devenir médiums, voyants, canalisateurs et à communiquer constamment avec les esprits. On voit bien, enfin moi quand je suis né, on n'en parlait pas. Bien sûr, moi j'ai fait du spiritisme étant ado, mais c'était un truc, ça fait rigoler. Enfin je veux dire, le monde n'est pas devenu spirit en fait. D'accord? Ce sont des mouvements, ce sont des poussées comme ça. Alors Neptune pousse tout le temps, mais quand il est en poisson, là il y a un saut quantique qui est fait. Et il y a quelque chose qui dépasse en fait. Il y a un vrai saut quantique qui est palpable. Ah, voilà, c'est ça le terme que je cherche depuis longtemps. Qui est palpable. 1848, c'est aussi le printemps des peuples. Comme je vous disais, manifeste, communisme, grand rêve de fratrie. Ça, c'est Neptune en poisson également.
Donc la conscience humaine fait un saut encore. Il y a une très jolie phrase d'ailleurs, parce que ça me permet de rebondir, enfin de continuer. Mais Neptune apporte de grands rêves qui se terminent souvent par des déceptions et désillusions pour mieux nous sortir de notre égocentrisme, individualisme uranien, pour nous ouvrir à d'autres possibilités auxquelles on n'avait jamais pensé. Nous sortir de notre égocentrisme, individualisme uranien. Il y a un truc qui est intéressant, parce que les flammes jumelles, on voit bien, il s'agit d'amour inconditionnel, il s'agit de connexion à plus grand que soi, il s'agit de quelque chose qui fait considérablement évoluer tout un tas de personnes. Chez les papous, je ne sais pas, mais en tous les cas, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, oui, de façon sûre et certaine. Il y a un saut quantique qui est fait, non pas parce que l'autre va revenir et qu'on va sauver le monde. Vous savez, c'était ça au début, moi, quand j'ai découvert les flammes jumelles, c'était... Ensuite, ils se réunissent et ils sauvent l'humanité. Ils aident la Terre à augmenter ses vibrations, etc. Bon, en fait, illusion totale, puisque je ne sais même pas si 0,1% des gens sont réunis. Et par contre, ce que je sais, c'est que 99% des histoires de flammes jumelles ne se réunissent pas. Les gens contactent la désillusion. Mais en attendant, ils ont fait un chemin. Un chemin de conscience a été fait. Et le canal des flammes jumeaux en est un exemple. Et ça, des exemples, il y en a plein. Alors, Neptune est censé nous aider à sortir de notre individualisme, égocentrisme. Alors bon, c'est un petit peu... C'est rigolo de regarder comment se dégrade l'archétype, puisque aujourd'hui, on est dans une époque qui est à fond dans le développement personnel. C'est-à-dire, moi, je me développe, moi, dans la connaissance de soi, voilà, le MBTI, le modèle diamant, profil des 4 couleurs, énéagramme, l'enfant intérieur, mon enfant intérieur, la process-com. On est dans... alors, on fait des régressions, on est dans mon karma, mes anciennes vies à moi, mes blessures à moi, mes blessures qui m'empêchent d'être moi. On est dans des constellations familiales, on fait des soins énergétiques, on fait du reiki. C'est la grande époque de la réflexologie, de la kinésiologie. C'est l'époque des starcides, des pervers narcissiques. Tout le monde est autiste Asperger. Cette phrase là que j'ai entendue, qui, bon, bref, passons, mais tout ce en quoi je crois se créer, et oui, bien sûr, la loi de l'attraction, voilà, la loi de l'intention, les 12 lois, les 7 lois, 9, non, 22, je ne sais plus, 13, 15, 20 lois de l'univers. Bref, les gens sont hypersensibles, enfants cristal, indigo, les zèbres, les HP émotionnels, les HP, HPE, HPI au potentiel intellectuel. Maintenant, il y a les HP énergétiques ou énergiques, il y a les HPE, EG énergétiques, voilà. Enfin bon, bref, tout ça, ça parle de HP égotique surtout. On est dans la confusion totale, hein, ce qui est le travail de Neptune, et on est dans l'explosion. Également, alors si on parle d'amour inconditionnel d'un côté, on est également dans l'explosion totale de l'égotisme. On est dans le fait de raconter n'importe quoi sur YouTube parce qu'on est accro au like. On est dans des gens qui canalisent tout et n'importe quoi et surtout qui ne remettent absolument pas en question ce qu'ils canalisent. C'est-à-dire que, je dis pas qu'ils canalisent pas, mais ce que je sais c'est que la voix leur raconte n'importe quoi. Pour beaucoup qui ont consulté des médiums spécial FJ ou pas, c'est le même, à la fin c'est la même chose, des illusions. C'est le flou total. L'ego, si vous regardez bien, l'ego est le thème le moins personnellement conscientisé dans toutes ces chaînes qu'on peut entendre, etc. aujourd'hui, parce qu'on est à fond dans l'ego. Alors,
bien sûr, on rentre également dans l'ère du Verseau, et l'ère du Verseau est une ère de liberté individuelle. Mais là, l'archétype neptunien, il se dégrade, il se dégrade, il se dégrade, tant et si bien que ce qui était il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, quelque chose de pur, qui semblait encore pur, l'amour. Enfin, moi, Jon Kabat-Zinn, pour ceux qui connaissent, c'est un type qui, grâce à la méditation, soigne des gens. Voilà. D'ailleurs, on a maintenant dans les hôpitaux, il y a des hôpitaux qui pratiquent la méditation pour aider à guérir des gens qui ont des angoisses ou qui ont des dépressions ou des tas de choses. Enfin, c'est-à-dire que 2012 est arrivé, il y avait des choses absolument formidables. Et aujourd'hui, on touche juste au grand n'importe quoi. C'est la dégradation totale de l'archétype. Et l'égotisme le plus bas du trottoir. Je ne parle pas d'égoïsme, hein, je parle d'égotisme. Voilà. Et tout ça en toute inconscience. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que 2026, Neptune va s'exprimer dans un autre signe, il va être coloré par le bélier, et on va perdre cette énergie-là, c'est normal, puisque c'est l'évolution. Et donc, comme dans mes autres exemples, on va avoir une diminution de ce grand n'importe quoi. Alors je dis n'importe quoi parce que c'est ce qui est le plus voyant, mais on va passer sur une autre ère neptunienne qui va être différente, sur laquelle on va avoir probablement on va moins le voir, parce que ce sera avec l'énergie du bélier. Et que tout ce qui est soins égotico, spiritualo, chamanico, karmico, régressif, il n'y en aura plus, ou peu, on n'en parlera pas beaucoup. Et la plupart des médiums vont redevenir des gens normaux, les guides spirituels, etc. Tout ça, ça va se raréfier. Mais en attendant, il y aura eu un saut quantique qui aura été effectué. Voilà. Les flammes jumelles, c'est un peu comme Jeanne Guyon, c'est-à-dire les flammes jumelles, c'est un petit phénomène. Alors, ouais, je dis ça, j'ai dit que c'était quasiment mondial tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de gens qui font le saut quantique sans passer par la flamme jumelle. C'est ça que je voulais dire. Les gens qui sont soignés par la méditation font des sauts quantiques sans la flamme jumelle. Voilà. Les gens qui communiquent qui font des canalisations et qui sont pas flammes jumelles et qui connaissent pas les flammes jumelles, voilà. C'est ça que je veux dire. Les flammes jumelles, ce que je veux dire par là, c'est que les flammes jumelles, c'est un moyen de faire ce saut quantique. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une finalité. Le retour de la flamme jumelle, alors attention, n'existe pas. Il n'y a pas de retour de la flamme jumelle. Il est fort à parier aujourd'hui. Il est fort à parier aujourd'hui que l'autre ne vit pas une histoire de flamme jumelle. Il est fort à parier que si la mécanique elle est perceptible, si les choses fonctionnent en double inversé, si en miroir inversé, si, et pourquoi pas, et moi j'adore l'idée que l'âme a été séparée en deux, très bien. Mais il y en a un qui vit une histoire de flamme jumelle, et l'autre ne vit pas une histoire de flamme jumelle. L'autre, il vit autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas une histoire de flamme jumelle. Il ne s'y reconnaît pas en général. En général. Toujours est-il qu'il n'est pas là. Il y a un mois, un peu plus d'un mois, c'était la Saint-Valentin. Je pense que 99% d'entre vous, votre flamme jumelle a bien fêté la Saint-Valentin, mais sans vous. Voilà. Par contre, le travail que vous avez fait, ce par quoi vous êtes passé, et ça je ne le nie pas, et surtout il ne s'agit surtout pas de le nier ou de dire que ça n'a pas existé, ça a existé. Et ça c'est ce dont je vais parler dans les 2 prochaines capsules. Ça c'est le saut quantique de l'humanité. Et une des manières de faire, ça a été une rencontre très neptunienne. C'est-à-dire l'amour de fou illusoire. Le pouvoir émancipateur du mirage. C'est ça, le phénomène flamme jumelle. Comme d'autres choses,
le pouvoir émancipateur du mirage. Moi, la dernière fois, il y a un truc que j'ai trouvé super injuste. Et j'ai regardé plusieurs fois des gens raconter leur NDE, leur EMI, expérience de mort imminente. Les gens sont morts, et ils sont partis, ils ont été attirés par la lumière, et là, merveille. Merveille. Truc de fou. Alors des tas d'histoires, et vas-y, j'étais à la vitesse de la lumière, et on m'a pris par la main, et j'ai été embrassé d'amour, etc. Enfin, truc de malade mental. C'est génial. C'est un truc incroyable. C'est... Et ces gens-là, on leur dit, non, en fait, tu peux pas rester. Il faut que tu retournes sur Terre. Pourquoi? On n'en sait foutre rien. A priori, pour pas grand-chose. Certains reviennent avec... ils peuvent plus bouger un bras. Voilà, enfin bon, ils ont des séquelles, quoi, de leur accident. Et on les refout sur Terre. Voilà. Le pouvoir émancipateur du mirage. On leur a fait vivre un truc complètement dingue qui va les émanciper. Mais c'était un mirage. Parce qu'ils reviennent sur Terre. Et ils se réveillent. Dans leur vie. Avec leurs collègues de travail. Et leurs voisins. Et tous ces gens, sympathiques ou pas très sympathiques d'ailleurs. Bref. Peut-être que vous avez constaté ça, mais il y a quelques années, il y avait des chaînes qui existent toujours. Je ne vais pas donner le nom, mais ça me brûle les lèvres. Mais c'est parce que c'est comme ça, et c'est très bien. Et je me souviens, j'entendais ces discours qu'ils allaient venir, les galactiques, ils allaient venir, et alors c'était un peu à la mode flamme jumelle finalement. Ils allaient venir, et ça allait aider la Terre, et ceci, et l'ère du Verseau, et tout le monde heureux, Aquarius. Et que, enfin, bref. Mais qu'on aille raconter ça aux Ukrainiens. Voilà. Ces chaînes-là ont enlevé toutes ces vidéos-là. Aujourd'hui, elles ont notre discours qui disent ils sont là, ils nous aident, etc. Ils nous envoient leur énergie. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils canalisent, ces gens-là. Mais en tous les cas, ce que je vois, c'est qu'ils ne remettent pas beaucoup en question ce qu'ils canalisent. Voilà. N'empêche que c'est toujours ce pouvoir émancipateur du mirage. Et j'aime beaucoup ce terme que j'emprunte encore également à Luc Biget, parce que les trois mots sont fondamentaux. Pouvoir, parce que Neptune parle de pouvoir. Dans ma playlist sur l'astrologie, je vous en parlerai, mais parce que qui se cache derrière Neptune, c'est Pluton, mais Neptune parle de pouvoir. C'est le pouvoir, c'est l'émancipation, c'est-à-dire on enlève les frontières, on grandit, et c'est le mirage. Et les flammes jumelles, c'est exactement ça. Donc, soyons heureux d'avoir conscience, d'avoir fait partie de la charrette, d'avoir été dans ce moment, un de ces moments clés de l'humanité, et d'en avoir conscience. C'est passé par cette expérience douloureuse, terriblement injuste, ravageuse. Mais il y a un après. Il y a un après, à un moment donné, les choses se calment. Et il y a une nouvelle voie qui se dessine à l'aune, à la lueur de cette nouvelle conscience que nous avons gravi, de ce difficile barreau d'échelle que nous avons dépassé. Alors vers quoi est-ce que l'on va? Puisque je vous ai montré sur tous ces passages, donc là on est dans le 4e des passages dont je vous ai parlé, de Neptune en Poisson. Vers quoi on va? Certainement vers quelque chose qui ressemble à du supramental, c'est-à-dire on n'est plus connecté à un Dieu extérieur, unique, ce n'est plus le monothéisme. Mais avant le monothéisme, il y avait le polythéisme, puis avant il y avait je sais plus quoi, enfin bon bref. Il y a une époque où l'homme se servait de ce qu'il entendait du vent pour savoir ce qu'il devait faire et puis pour se relier à plus grand que lui. Le divin était dans les arbres.
Donc les choses, elles ont évolué. Et puis après, il y a eu le polythéisme et le monothéisme. Et aujourd'hui, certainement que l'on va vers quelque chose qui est plus intérieur encore. Donc on suit ce truc-là, Jeanne Guyon, etc. Et on va vers quelque chose de plus intérieur, le soi. Hein, c'est Jung, le soi, connexion au soi. Le soi supérieur, le soi quantique, je ne sais pas quoi. Mais dans 160 ans, il y aura encore une nouvelle avancée qui se fera, et toujours sur ce concept d'amour universel, toujours par cet archétype qui sera bien plus palpable. Et voilà. Je vais arrêter ma capsule ici. Elle est un peu moins longue que les autres que j'avais enregistrées, et c'est certainement très bien comme ça. J'ai pas parlé de paroxysme, mais oui, on est au paroxysme. Mais bon, ça, si je l'ai dit, mais on est au paroxysme même de la dégradation de l'archétype. Bref, je m'arrête là. La prochaine capsule, peut-être je ferai les deux dans la même, ça dépendra du temps que je vais y passer, ou peut-être ça en sera deux. Mais il y a une prochaine qui va être du coup sur ce qui s'est passé, c'est quoi cette relation. Donc là, je vais vous parler plus du signe du poisson, et donc de l'aspect relationnel en fait. Donc là, je vous ai parlé du phénomène flamme jumelle. Dans la prochaine capsule, la partie 2, c'est l'expérience flamme jumelle, et qui donc est une expérience relationnelle. Et donc là, je vous parlerai du poisson, et voilà. Et ensuite, dans la troisième capsule, ou peut-être ce sera dans la deuxième en même temps, la troisième partie qui sera au niveau intrapersonnel, c'est-à-dire c'est quoi cette douleur. Et là je vous parlerai plus de la maison 12, c'est-à-dire l'analogie, hein, en analogie astrologique, la maison 12, c'est quoi cette douleur par laquelle nous sommes passés, par laquelle certains sont en train de passer, et par laquelle beaucoup vont bientôt passer. C'est quoi cette douleur, à quoi elle sert dans le travail de conscience. Voilà. Eh bien, je suis étonné d'avoir fini si tôt. Je suis content. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut.